welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 5 points de mindset qu'il faut absolument avoir lorsque vous souhaitez vous lancer dans un projet de construction immobilière en Afrique. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Cela fait maintenant plus de 5 ans que j'interviens dans l'immobilier en Afrique en passant par des projets de construction à l'aménagement mais également à la gestion locative via des activités de location courte durée et même des locations longue durée. Et autant vous dire que j'ai énormément appris sur la route. Et j'ai appris des choses que je n'aurais pas pu connaître sans avoir été dans ce milieu, sans avoir côtoyé des gens et surtout en prenant la composante qui est déterminante dans cette vidéo, c'est le contexte africain de ces projets-là. Parce qu'on a nos réalités, on a nos cultures, on a nos façons de faire et c'est très important d'avoir ce composant-là quand on intervient sur un projet immobilier en Afrique, surtout quand on a les codes européens ou les codes occidentaux. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse cette vidéo où je vais vous partager des points de mindset, des conseils que vous avez sûrement très rarement entendus parce qu'ils sont un peu particuliers. Et donc, je vais vous partager 5 conseils pour prétendre à réussir un projet immobilier, plus particulièrement la construction en Afrique. Allez, on démarre. Le premier conseil, c'est ne crois personne. C'est-à-dire surtout par rapport aux prestataires que tu vas choisir pour justement faire ton projet de construction. C'est très important d'être très vigilant lorsque tu vas sélectionner tes prestataires pour un projet immobilier en Afrique et moi dans mon cas personnel au Sénégal. Et donc la raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un contexte en Afrique. On reste dans un continent où le niveau de vie est en dessous, où les gens font vraiment ce qu'ils peuvent pour justement gagner leur vie, ramener de l'argent à la maison. Et il y a un système très particulier au Sénégal qui est très courant et c'est le système du courtage. C'est-à-dire que les gens vont faire de l'argent en faisant de l'intermédiation, en te trouvant un prestataire, en t'orientant vers un professionnel, en te mettant en relation avec des autorités. Tout ça, c'est une manière pour les gens de faire de l'argent. Par exemple, en Afrique, pour faire tes démarches administratives, renouveler ton passeport, aller chercher un papier, tu as souvent des gens qui sont des hommes de main, des femmes de main, qui vont venir s'occuper de ces affaires-là, moyennant un salaire. Parce que le système n'est pas structuré, n'est pas organisé, n'est pas régulé comme les pays occidentaux, donc il y a beaucoup d'intermédiation. Et donc le phénomène qu'on va avoir, c'est que on a beaucoup de gens, quand on va les approcher, on va leur demander est-ce que tu sais faire quelque chose, est-ce que tu es maçon, est-ce que tu es plombier, et ils vont te dire pas de souci, je vais te le faire, alors qu'en réalité ils ne sont pas professionnels. Donc il y a un gros tri à faire. C'est très important de prendre le temps de sélectionner des gens déjà qui t'ont été recommandés. Les recommandations, c'est très important parce que sinon tu peux foncer tout droit dans le mur. Également, au-delà des recommandations, parce que ça a pu marcher avec quelqu'un, il faut vérifier les travaux, c'est-à-dire vérifier la personne, ce qu'elle a eu à faire dans le passé, qu'elle te montre des preuves, qu'elle te ramène limite chez un client chez qui elle a travaillé. C'est pas elle te montre un bâtiment, elle te dit ah c'est moi qui ai construit ça. On connaît. Non, on va justement essayer d'être sûr que la personne qui se présente en face de toi est qualifiée et il faut faire le maximum pour s'assurer que ce qu'elle te dit est vrai et ne pas engager la première personne qui te dit qu'il est plombier, qu'il est ferrailleur, qu'il est maçon. Et peu importe. Donc ça, c'est très important. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas forcément la formation étape par étape en étant passés par l'école, mais qui ont les compétences avec l'expérience. C'est des connaissances qu'on leur a transmises de père en fils, en famille, ça existe. Mais c'est très important de vérifier et de voir l'expérience que cette personne a. Et si possible, se rapprocher d'un client pour qui il a travaillé, qui va te confirmer que voilà, il a bien fait le travail. Donc ça, c'est très important. Parce que il y a beaucoup de cas où il y a des gens qui vont te dire je sais faire parce qu'il y a l'appel de l'argent. Ils ont un problème immédiat qu'ils veulent résoudre. Donc ils vont te dire ok, je suis maçon, je vais te le faire. Ils vont te faire le truc mal. Après, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ça va te retomber dessus. Donc, ne crois personne et prends le temps de faire les vérifications, de passer par des recommandations avant de travailler avec quelqu'un. Il y a des gens qui travaillent très bien, qui ont de l'éthique, qui ne sont pas forcément passés par la formation classique, mais qui ont les connaissances. Et on a des gens aussi qui ne sont pas du tout compétents et qui te disent qu'ils le sont. Donc fais très attention
Ça, c'est vraiment la première étape. Le deuxième conseil est un peu lié au premier et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est qu'il faut absolument essayer de contractualiser un maximum. Pourquoi j'ai pas dit contractualiser tout le temps? Parce qu'on reste en Afrique. C'est pas avec tout le monde que tu vas pouvoir contractualiser. Il y a même des personnes qui n'ont pas leur pièce d'identité à jour, donc il faut essayer de contractualiser un maximum. Déjà, tout ce qui concerne l'achat de terrain, les grosses transactions, ça forcément, il faut contractualiser et passer devant un notaire. Et à minima, si c'est pour certains travaux mineurs, lorsque tu remets des sous, c'est important de faire signer des décharges. Et si possible, avec la pièce d'identité de la personne, le contact de la personne, et lorsqu'il s'agit, par exemple, de transactions un peu plus importantes, où tu vas travailler sur le long terme avec quelqu'un, c'est important de contractualiser et d'aller faire justement tamponner ce contrat-là dans un commissariat. C'est quelque chose qui se fait souvent et ça permet de prendre le commissariat à témoin dans le cadre d'une transaction et même d'un contrat commercial qui permettra justement de tenir les gens accountable, responsables par rapport aux choses sur lesquelles ils se sont engagés. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui disparaissent, qui sévissent un peu partout et qui disparaissent comme ça et qui finalement s'en sortent sans aucun problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument cesser. Il faut vraiment qu'on mette un terme à ça. Donc, essaye de contractualiser un maximum. Donc, ce que je disais, c'est que on ne peut pas contractualiser avec tout le monde parce que forcément, il y a beaucoup d'informels en Afrique. Donc, il y aura certains artisans, certaines personnes qui n'auront pas les pièces, avec qui ça sera un accord. Mais en tout cas, à minima, faire signer des décharges avec la signature de la personne, avoir les coordonnées de la personne et au moins avoir une personne intermédiaire qui connaisse les deux. Ça aide. Parce que moi, j'ai eu des cas où des gens ont carrément disparu. J'ai eu des électriciens qui ont travaillé et à un moment, ils ont disparu. Plus de son, plus d'images. Parce que les gens, il y a certaines personnes qui n'ont aucun scrupule, aucune vergogne. Des personnes à qui on a fait confiance, on a confié son argent et qui peuvent disparaître comme ça. Donc c'est très important de prendre des précautions. Après, on n'est jamais à l'abri, même en ayant pris des précautions. Mais je pense que ces précautions-là vont aider et vont faire fuir les personnes qui ne sont pas de bonne intention. Une personne qui n'est pas de bonne intention, si elle voit que tu es très carré, que tu es en train de faire les choses correctement, bah à ce moment-là, elle va se dire ok, je préfère ne pas travailler avec cette personne et y aller. Et au moins, ça fait une sélection naturel, un tri naturel. Donc voilà le deuxième point. N'oublie pas de contractualiser et laisser des traces des décharges lorsque tu fais des deals de travail avec quelqu'un. Le troisième point, il est un peu provoque, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est fais le pauvre. Fais le pauvre. Donc, pourquoi je dis fais le pauvre? C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a une certaine mentalité, je pense que certains pourront le confirmer. C'est quelque chose que j'ai remarqué parce que j'ai été moi-même victime de ce système-là. C'est que quand vous allez venir, en général des gens de la diaspora, et même des gens en Afrique qui ont une certaine mentalité, vous allez avoir un projet, vous allez définir votre budget en amont, même si c'est passé par des emprunts bancaires, même si c'est des années d'économie, vous allez dire ok, j'ai cette enveloppe-là, j'ai ce budget-là, c'est pour ce projet. Je l'ai anticipé en avance parce que vous êtes des gens construits, vous êtes des gens, vous vous lancez sur un projet, vous ne voulez pas vous arrêter au milieu. Donc ça, c'est très bien. En soi, c'est une qualité. Mais malheureusement, la mentalité qu'on a en face, c'est que par exemple, si tu as un projet de construction, que tu as ton budget bien défini et qu'à chaque fois que ton prestataire va venir, il va te dire un montant, tu vas lui donner soit tout le montant, soit 50%, mais vraiment que tu vas lui donner avec vraiment une certaine facilité, entre guillemets, au lieu que cette personne le prenne positivement, que ça soit une motivation pour qu'elle travaille sérieusement, qu'elle fasse les choses bien, eh bien, ça peut la pousser à te négliger, à se dire « Oh, bon, ça va, elle n'a pas d'urgence. Oh, ça va, elle est bien lotie. » Alors que ces gens-là ne savent pas comment tu as fait pour regrouper cette somme-là. Mais c'est juste que tu veux que ton projet avance, tu veux être carré, tu veux être correct avec ton prestataire. Tu ne veux pas le faire travailler et ne pas le payer à temps. Mais le truc, c'est que c'est tellement monnaie courante en Afrique parce qu'on a tellement une mentalité de résoudre des problèmes dans l'immédiat, de s'endetter ici pour régler ici et laisser une personne en plan. C'est comme ça souvent que ça fonctionne parce que malheureusement, c'est pas forcément de la faute des locaux. Mais voilà, tout le monde n'est pas super liquide. Donc forcément, s'il voit une personne qui est entre guillemets considérée liquide, qui a anticipé son projet, qui a les moyens, on peut avoir tendance à se dire « Oh bah ça va, elle a pas de problème. Elle a payé son loyer après tout. Elle a les dépenses de sa journée, alors que moi, j'ai des problèmes de loyer. Je dois rembourser mon oncle, je dois rembourser mon frère. Ah oui, j'ai une dette à la boutique que je dois rembourser. » Eh bien, ils vont négliger ton travail. Ils vont prendre l'argent que tu leur as donné, pas pour acheter ton matériel, mais pour aller rembourser des gens. Et en fait, ils vont négliger ton travail. Ils vont peut-être le faire à terme. Alors que si tu as une mentalité où à chaque fois qu'on te demande une somme, eh bien, tu prends un certain temps pour le sortir, que tu rationalises vraiment, que tu donnes petit à petit, au fur et à mesure, que tu vérifies bien que le travail a été fait avant de donner les sous, eh bien,
c'est dans ces cas-là qu'on te prendra un peu plus au sérieux. Et peut-être que dans ces cas-là, le travail va avancer. C'est hyper triste ce que je dis là, de donner au compte-gouttes de l'argent aux gens pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent garder la motivation, pour qu'ils puissent rester sérieux. Mais malheureusement, c'est des observations que j'ai faites parce que moi aussi j'étais arrivée, voilà, avec mes gros sabots. Je me suis dit mais non, faut respecter les gens, faut payer les gens correctement. Et d'ailleurs, moi je suis pour payer les gens correctement. C'est pas une question de payer les gens correctement, c'est à quelle fréquence et comment tu organises justement ce flux tendu d'argent. Et quand généralement justement le flux est tendu et que le flux est continu, c'est là que les gens se disent ah mais ça va. Ils vont analyser ta situation financière, ils vont dire ah mais elle est bien. Alors que nous on a des problèmes de tous les jours. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire avancer le système. C'est pas ça qui va faire avancer le pays. Et en fait c'est des choses qui peuvent monter à des sphères assez hautes. Il y a des personnes même qui d'apparence on a l'impression qu'elles sont bien, mais qui peuvent aussi vivre sur ce système-là. Sur ce système, je prends ici, je règle tel problème, je vais chercher là, et je vais léser des personnes dans le process. Et donc, c'est pour ça que je dis vigilance. Il ne faut pas trop montrer qu'il y a un flux tendu. Parce que toi, tu t'es endetté derrière. Tu payes ta banque tous les mois derrière parce que bien sûr, tu as fait un travail où tu as économisé énormément d'argent, tu as fondé beaucoup d'espoir sur ton projet. Et justement, c'est pour cette raison que souvent, c'est des locaux qui arrivent à dealer facilement ou des personnes qui connaissent les conditions, qui arrivent à gérer ce genre de situation. Parce qu'ils savent, ils connaissent les mentalités, ils savent un peu le niveau d'éthique, de sérieux des gens, ce qui fait que, eh bien, quand on va venir leur demander de l'argent, ils vont dire non, j'ai pas. Tu devras attendre dans 1 semaine, tu devras attendre dans 2 semaines parce que là, j'ai pas de liquidité. Et c'est comme ça que la personne se dit ok, il faut que je revienne faire le travail parce que j'ai cette somme que je dois récupérer. Mais si tu lui donnes tout, c'est plus ou moins humain. Et surtout quand la personne a des problèmes et qu'elle veut faire beaucoup de boulot en même temps. Là, je suis en train de vous expliquer en miniature, en accéléré, sur quoi reposent finalement tous nos systèmes dans nos pays africains. C'est malheureux. On espère que ça va évoluer, que la situation va se stabiliser et peut-être qu'avec le niveau de vie qui va augmenter, les mentalités vont changer. Mais il faut être très vigilant parce que sinon, c'est toi qui vas en payer les pots cassés. C'est pour ça que je dis, il faut faire le pauvre. Même si c'est pas très joliment dit, c'est un peu ça. Maintenant, passons au 4e point. Et le 4e point rejoint également le point que je viens de dire. Ne sois pas trop gentil. Qu'est-ce que je veux dire dans trop gentil? Bien sûr, faut être correct, faut être respectueux, faut bien parler aux gens, mais ne sois pas trop permissif. Si tu es trop permissif, et ça je l'ai remarqué pas uniquement en Afrique, même en France, dans mes activités d'Airbnb, et au-delà de la construction, dans les activités où je deal avec des particuliers, des clients, eh bien j'ai remarqué qu'à chaque fois que je suis hyper permissive avec un client et que j'ai dépassé le cadre de ce qui est sur le contrat, c'est-à-dire, ok, tu peux faire un check-in le matin plus tôt, tu peux partir plus tard, tu peux utiliser ci, tu peux faire ça. Pareil sur les chantiers, c'est là qu'on abuse de ta confiance et de ta gentillesse. Comme on dit, trop bon, trop con. Et en fait, ça aussi, ça s'applique. Plus tu seras carré, plus tu seras rigoureux, et surtout, moi, étant une femme avec le système patriarcal, c'est encore différent. Une femme qui demande à ce que les choses soient bien faites, une femme qui pose des questions, une femme qui demande des comptes, ça peut être mal vu. Donc, il faut s'imposer. Et c'est pareil pour les hommes. Pour les hommes, c'est un peu plus facile. Mais en tout cas, si tu es quelqu'un qui a tendance à vouloir, voilà, mettre une très bonne ambiance, blaguer avec les gens, il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a des gens qui abusent. Et c'est dans ces cas-là que les gens, quand on est très gentil avec eux, ils se montrent finalement même plus ingrats envers toi. Et ça, j'ai vu ce cas-là, même dans le cas de location. Des gens avec qui on a été très gentils, on les a accompagnés, on a mis des choses en place pour vraiment faire le maximum pour leur faciliter leur séjour. Souvent, c'est ceux qui ont été les plus exigeants, qui ont été après qui ont été dans les commentaires pas très positifs, alors qu'il y a des gens pour qui on a fait beaucoup moins et qui ont été hyper reconnaissants, hyper gentils. Je veux pas que ça soit un message de changer votre nature, ne soyez plus gentil. Non, il faut savoir à quel endroit et à quelle place et dans quel contexte vous pouvez vous lâcher et faire preuve d'une grande générosité. C'est juste ça. Et donc, c'est vrai que dans certains cas, avec certaines personnes, il faut faire très attention. Et donc, ça va nous mener au 5e et dernier point. Et dans le 5e et dernier point, c'est un conseil pour vous, mais à la fois, c'est une mise en garde. C'est un peu vous remettre sur les rails pour certaines personnes. Ça concerne pas tout le monde. Mais souvent, les gens de la diaspora ont souvent cette mentalité-là de sous-estimer les coûts parce que c'est l'Afrique. Et c'est très important parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Parce qu'on se dit, oh, l'économie en Afrique, elle est en dessous. Oui, les coûts sont moins chers. Alors que quand on est en France et qu'on veut acheter un appartement en région parisienne avec 2 chambres et qu'on dépense 400 000 euros, 300 000 euros pour ces appartements-là, qu'on veut acheter un immeuble bien avec tout ce qu'il faut et qu'on dépense 500 000 euros et qu'on veut faire la même chose en Afrique mais pour 10 fois moins le prix, je préfère vous arrêter maintenant et vous dire que ce n'est pas
pas la réalité. Ça ne va pas se passer comme ça. Et si vous voulez quelque chose de qualité, parce que bien sûr, vous pouvez prendre une somme dérisoire, la ramener en Afrique, quelqu'un, comme les exemples que je vous ai dit avant, va vous dire « Oh, je peux le faire ». Mais après, à vous de voir si c'est fait avec les normes qu'il faut, les normes de sécurité qu'il faut, la quantité de fer qu'il faut, les briques avec la bonne composition, pas faites que de sable. Et si vous voulez un truc aux normes que je vais vous montrer, justement, j'en profite pour refaire des updates du projet que j'ai lancé en début d'année, qui est quasiment à son bout. Et vous voyez, pour un modèle comme celui-là, avec une architecture comme celui-là, ça fait 3 niveaux et demi, un R plus 2,5 avec le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, sur à peu près 150 mètres carrés. Je préfère vous le dire. Là, vous voyez où est-ce qu'on en est. Et vous voyez que, justement, ce qu'on est en train de réaliser correspond trait pour trait à ce qu'on a modélisé avec goût. Et je préfère vous dire que pour faire un projet fini comme ça ne coûtera pas 100 000 euros. C'est important de le dire parce que souvent on a une idée, on se dit pour un truc comme ça en Occident, vous auriez dépensé peut-être 500 000 euros. Tout fini, tout meublé. Donc ça ne va pas coûter 100 000 euros. C'est important de le préciser parce qu'il y a un certain niveau de finition. Il y a énormément de vitrage. Il y a du beau carrelage. Donc c'est très important de tenir compte de ça et de savoir que les temps ont changé. L'inflation frappe tout le monde. Et surtout que on importe encore beaucoup en Afrique. Donc le coût de l'importation coûte cher. Il y a des frais douaniers. Les systèmes essayent d'évoluer. Les pays essayent de devenir souverains, de produire en local. Donc ils taxent plus l'exportation. Donc c'est très important d'être réaliste. Je sais que c'est de l'argent, je sais que c'est beaucoup d'argent et il y a des solutions de financement, il y a une stratégie à avoir, mais c'est très important de changer de mentalité et d'arrêter de sous-estimer les coûts parce que c'est l'Afrique. Effectivement, vous pouvez dépenser un peu moins, dépendamment des cas, vous pouvez dépenser moins qu'en Europe, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire des économies divisées par 10. En tout cas, si vous voulez faire ces économies-là et que vous voulez passer par des gens qui vont vous garantir qu'ils peuvent le faire, ça sera à vos risques et périls. Ça, c'est important de le préciser. Et c'est quelque chose que je me suis éduquée moi-même à avoir comme mentalité parce que moi aussi, j'étais là, mais comment c'est possible qu'en Afrique, ça coûte aussi cher? Mais c'est pas possible. On est en train de nous escroquer là. Mais il y a une réalité, maintenant que je suis dans le secteur, que je vais acheter des matériaux, que je passe par des quincailleries, que je passe par des grossistes, c'est très important de préciser ça. Si vous voulez une très belle villa, un très bel immeuble, avec des finitions proches, des finitions européennes, il faut savoir que ça a un coût. Et il faut être réaliste à ce niveau-là. Quitte à prendre le temps de travailler sa stratégie de financement, d'aller chercher des financements, de faire les choses en saccadé, step by step. Mais c'est important de prendre ça en compte et de ne pas arriver avec ses grands savoirs en Afrique et de penser que tout le monde veut aussi vous rôler. Parce qu'il y a aussi également un composant qu'il faut prendre en compte. C'est que quand on réinvestit en Afrique, notre ambition également, c'est de payer dignement les gens qui travaillent à construire. Donc le but, ce n'est pas non plus d'exploiter les gens. Donc c'est très important de savoir ça quand vous vous lancez sur un projet que vous voulez qualitatif en Afrique. Donc voilà pour ma vidéo sur les conseils mindset à avoir si vous souhaitez réussir votre projet en Afrique. C'est des conseils qui sortent un peu du classique comme gérer votre budget, faites ci, faites ça, mais c'est vraiment un retour d'expérience pour que vous soyez prêts, que vous ayez les armes pour pouvoir vous lancer dans votre projet en Afrique si vous souhaitez le faire seul, bien sûr. Si vous passez par un prestataire comme ma société qui va vous accompagner, ça sera différent. Si vous passez par moi, bien sûr, il faudra respecter un calendrier. Moi, je m'occuperai du reste, des conditions et du dealing avec les ouvriers en locaux, mais c'est surtout si vous souhaitez vous lancer tout seul. Et dites-moi si vous êtes intéressé sur justement des projets immobiliers en Afrique, parce que j'envisage justement de faire une petite session, un atelier, une conférence sur Paris, dans une salle où je pourrais accueillir un certain nombre de personnes, dépendamment du nombre de personnes qui vont justement répondre à mon questionnaire. Donc n'hésitez pas à y répondre, comme ça vous serez au courant et on pourra organiser ça ensemble et je pourrai vous aider à définir votre projet. Parce que à terme, l'idée c'est de faire des conférences également en Afrique, mais on peut commencer par justement des sessions ici en France où on pourra échanger sur vos projets avec des groupes restreints. Et donc je vais laisser un formulaire d'inscription en description, comme ça si vous êtes intéressé, on va organiser ça et on pourra se rencontrer en personne en 2025 pour parler de votre projet immobilier. Donc si vous avez apprécié la vidéo, vous connaissez la chanson, abonnez-vous parce que vous regardez les vidéos et tout le monde ne s'abonne pas. Abonnez-vous, rejoignez la famille, activez la cloche des notifications, partagez cette vidéo qui est très importante à tous vos proches qui veulent se lancer dans l'immobilier en Afrique. C'est très important d'avoir ces informations-là. N'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous voulez un coaching en one-on-one et il y a plein de contenus gratuits et venez me suivre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!